avec le concours de Jean Negroni, René Clermont, Édith Loria, Édith Scob, Catherine Georges, Suzanne Michel, Bernard Calais, Jean Bollery, Rosine Favet, Sabine Ravel, Marie-Claire Achard, un conte de José Pivin. Fermez vos cahiers. Les bohémiens des algues. J'ai repeint ma roulotte aux couleurs de l'été, ma maison feuille aux roues ensoleillées. J'écoute la crinière de mon cheval bruissant, clapotis de sabots au parage des routes. Parmi les herbes grêles, sa grâce et sa carotte, jaillit des sauterelles, s'avance ma roulotte. Une famille de bohémiens qui voyageait entre Francis Garnier et Ténès se mêle à une troupe d'orphelins aux yeux bleus qui vit en sauvage dans une île de la côte algérienne. Cette île qui est creuse est une ancienne écurie à éléphants de l'époque carthaginoise qu'ils sont seuls à connaître, du moins le croient-ils, car cette île creuse est utilisée de temps en temps par un peuple étrange capable de vivre dans l'eau comme des sirènes, grâce à une opération qui leur permet de relier leur circulation sanguine à des branchies artificielles. Ce sont des descendants des anciens Phéniciens qui ont réussi à construire une ville de verre sous la mer, Kar Hatchat, c'est-à-dire la ville nouvelle. Ils viennent tous les 6 ans sur les côtes d'Afrique pour apprendre les découvertes des hommes de la terre et s'approvisionner en tout ce qu'ils ne peuvent pas faire sous les eaux. La rencontre entre sirènes et orphelins se fait un jour dans l'île Creuse. Après quelques hésitations, tous décident d'aller à Kar-Hatchat. Et Tanit, une des sirènes phéniciennes, part chercher les équipements nécessaires au voyage sous-marin des habitants de l'île Creuse. Les autres Phéniciens, Gullus, Lilimone, Jean Mibal, attendent son retour en compagnie des bohémiens des algues. Les jours passent et Gullus fait subir aux futurs voyageurs l'opération nécessaire pour les transformer eux aussi en sirènes, ou presque. Une fleur d'or qui cache le système de valves, faisant passer le sang de la voie respiratoire à celle des branchies, orne maintenant les clavicules de tous les habitants de la demeure sous-marine. L'été s'achève, chacun a appris à nager avec l'aisance des poissons, avec les craintes des poissons devant certaines ombres, avec les joies des poissons dans la houle illuminée des couchants, et ils se sont mis à les aimer. La pêche leur semble chaque jour plus cruelle. Chaque fois que le filet lancé du sommet de l'île fouette la mer puis s'étale dans l'eau, la peau des bohémiens des algues se hérisse et leurs doigts regrettent. Mais il faut bien se nourrir. Un soir, alors que les premiers vents d'automne décoloraient l'air ensoleillé, les orphelins et leurs amis rentrèrent plus tôt que de coutume dans leur demeure rocheuse. Ils avaient froid. On prépara la soupe habituelle, on mangea. Personne ne parlait, ne songeait même pas. On attendait. Puis, Papa Carolin prit sa guitare et Chaume se mit à chanter la chanson qu'il avait composée. Chute d'espoir tombe le soir, au vent des feuilles, feuilles de jour, au dessin de rivage.
j'ouvre mes lèvres et dans la nuit, fraîcheur des feuilles obscurcies, frôle les vagues qui vont boire. Clignotement des yeux de souris, 100 000 étoiles guettent sans bruit, grignotant des noisettes. J'ai lancé le filet, crépitent mes ongles, frappant la mer, et puis s'enfonce maille à maille dans l'eau peuplée où tout s'est tu. Je sans souci des vagues la peur, j'attends le bruit, j'attends. Et voici le filet arrachant les poissons au poids des vies, et la mer fuit entre les mailles comme la pluie. Papa Carolin venait à peine de terminer ses derniers accords. Il les écoutait encore s'éloigner comme un troupeau fidèle, lorsque... Oh, Tanit! C'était en effet le visage souriant de Tanit qui venait de paraître à une des vitres sous-marines. Elle leur disait bonjour, leur faisait signe qu'elle était un peu en avance sur ses autres compagnons, qu'elle s'était dépêchée de revenir parce qu'elle avait envie de les revoir. On se précipita à sa rencontre au sommet de l'île. Tanit! Tout s'est bien passé? Tu as fait bon voyage? Oui, j'ai fait un bon voyage, mais quoi? Je vais d'abord enlever mon maillot. Nous parlerons plus tranquillement dans la maison des algues qu'ici. Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il y a à craindre? Qu'est-ce qui s'est passé, Tanit? Je vous le dirai en bas. Il vaut mieux qu'on ne nous voit pas trop à la surface de l'île. La trappe fut refermée et les bohémiens se trouvèrent de nouveau réunis dans l'île creuse. C'est alors que le visage de Tanit apparut nettement à la clarté des lampes. Tu es toute pâle, presque autant que le jour de l'incendie. Oh, c'est vrai. Ta blessure s'est peut-être ouverte de nouveau. Non, je n'ai rien. J'ai simplement nagé très vite. Je suis en avance d'1 jour sur mes amis, ceux qui amènent la chenille de verre. Je voulais vous prévenir. Mais laissez-la parler, voyons. Tanit, qu'y a-t-il? Oh, il n'y a pas de raison de s'affoler. Mais pendant notre voyage, nous avons vu plusieurs fois une grande ombre qui avait l'air de nous suivre. C'était peut-être un gros poisson? Non, nous avons entendu très distinctement le bruit d'un moteur. C'était plutôt un sous-marin. C'est plus grave. Crois-tu, Tanit, que ce sous-marin a pu découvrir la ville de Verre? Je n'en sais rien. Il est possible qu'il ne nous ait même pas vus. Mais que venait-il faire dans ces parages? Aucun navire ne passe par ici. Les fonds sont dangereux. Les visages des bohémiens des algues pâlirent à leur tour et ressemblèrent à la flamme jaune de bougie qu'un vent soudain aurait voulu souffler. Ils s'étaient groupés autour de Tanit qui sortait d'un sac en vessie de poisson sa robe terrestre et se préparait à s'habiller. Maman bohémienne se grattait la tête, avec une épingle, bien entendu, et papa Carolin avait les yeux ronds d'une machine à calculer au repos. Cette histoire de sous-marin peut changer nos projets. Si l'on risque d'être asticoté sous la mer autant que sur la terre, il est inutile de partir. D'autant plus qu'une fois là-dessous, on doit avoir du mal à s'en sortir. Ah non! Nous n'allons tout de même pas abandonner nos amis maintenant qu'ils sont menacés. Ça, non. Vous êtes gentil, mais il ne faut pas exagérer le danger. Ce sous-marin ne nous a rien fait. Et comme je vous le disais, ceux qui l'occupaient nous ont peut-être pas encore vus. Zonzon grogne de nouveau là-haut. Il a sans doute vu quelqu'un. Ou bien il s'est fait pincer par un crabe en laissant pendre une patte dans l'eau. Ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. Le plus simple, c'est d'aller voir.
Donnez-moi une lanterne, il fait nuit noire là-haut. Oh non, non, pas de lanterne. Ce serait le plus sûr moyen de nous faire découvrir. Bon. Alors j'y vais à l'aveuglette. Mais il ne faudra pas vous étonner si je ne vois rien. Ce sont peut-être mes amis qui viennent d'accoster l'île à leur tour. Mais tu viens de dire toi-même que tu avais un jour d'avance sur eux. Vite, vite, fermez la trappe. Qu'est-ce qu'il y a? Et l'ours, il est resté sur l'île. Oh, vite, il faut le faire descendre. Mais qu'est-ce qu'il a pu voir là-haut? Alors, dis-nous ce que tu as découvert. Tu écarquilles les yeux comme si tu venais de voir un feu d'artifice. C'est à peu près ça. 2 gros projecteurs. Ils te cherchent, Tanit. Qui il? Ah bah ça, je n'en sais pas plus que vous. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pas plus tôt arrivé sur l'île, j'ai vu la côte éclairée par 2 phares du côté de Ténès. J'ai cru d'abord que c'était un camion, engagé sur la route que nous avions prise avec la roulotte. Puis j'ai vu que la lumière venait de la mer. J'ai distingué alors une mince ligne noire au-dessus de l'eau. Le sous-marin. Oh, est-ce qu'ils t'ont vu avec leur projecteur? Non, ils fouillaient les falaises d'un autre côté. Mais il était temps que je descende, et Zonzon aussi. Tenez, leurs projecteurs doivent être sur l'île en ce moment. L'eau s'éclaire de temps en temps comme s'il y avait un phare dans les parages. Laissons les chercher. Avant qu'ils nous trouvent, il leur faudra du temps. Ils ne doivent voir qu'une île déserte comme toutes les îles de la côte. Et s'ils s'approchent? Ils ne peuvent pas à cause des rochers. Et s'ils ont des scaphandres? Même avec leurs scaphandres, ils ne peuvent rien faire. Nous avons des volets de pierre qui peuvent cacher les vitres. Ben, nous n'en avons jamais vu ici, Tanit. Ils ont dû tomber au fond de l'eau avant votre arrivée dans l'île creuse. Nous mettions toujours les volets avant de nous en aller pour notre absence de 6 ans. C'était plus prudent, avec tous les pêcheurs qui se trouvent partout maintenant. Ces volets, il faudrait les remettre, si nous les retrouvons. Mais comment sortir sans se faire remarquer? On ne voit plus de lumière par les vitres. Ils doivent fouiller plus loin. Ils peuvent revenir. Tant pis, il faut sortir. As-tu les maillots, Tanit? Ah non, j'ai seulement le mien. Mais Lilimon, Gullus et Jean Mibal ont aussi le leur. Ils m'aideront. Ils ont l'habitude de mettre les volets de pierre. Allons, vite, vite, dépêchez-vous. En quelques instants, les 4 habitants de la ville de Verre revêtirent leurs costumes de poisson. Puis ils gravirent l'échelle et soulevèrent la trappe avec précaution. Ils ont éteint leur projecteur. Viens, Lilimon. Voulez-vous qu'on mette des lampes près des vitres? Elles pourront vous être utiles pour chercher les volets de pierre. Oui. Viens. Voilà. La trappe fut refermée pour qu'aucune lueur venant de la maison des algues ne pût être aperçue sur le sommet de l'île. Puis, on alluma les lampes à acétylène et on les plaça devant les vitres. Ces lampes éclairent au moins à 5 mètres. Et les volets en pierre n'ont pas dû tomber bien loin. Les voilà. Ils cherchent entre les algues. Ils ne font pas plus de bulles que les poissons. Tanit a trouvé un volet. Il est couvert d'algues et de coquillages. Lilimon qui vient l'aider. Et pourquoi Tanit l'empêche-t-elle de nettoyer le volet? Tanit a raison. Ces pierres avec leurs algues et leurs coquillages vont se confondre avec le rocher de l'île. C'est ce qu'il faut. Ils en ont trouvé encore un autre. Et un autre. Ils les soulèvent facilement. Ils doivent être très forts. Tu sais bien que tout est bien plus léger dans l'eau que sur la terre. Oui, oui. Ils viennent de boucher une fenêtre. Et une autre. Bientôt, les 6 fenêtres de la maison des algues furent complètement closes. Un mur de pierre remplaça l'habituel paysage d'algues, d'eau bleue et de poissons. Les scaphandriers peuvent venir. Il faudra qu'ils soient bien malins pour découvrir quelque chose. Et voilà. Les volets sont fermés. Mais dis donc, Tanit, il faudrait aller à la rencontre de nos amis. Avec leurs chenilles en verre, ils vont se faire voir si le sous-marin est encore là demain matin. Oui, tu pourrais y aller, Jean Mibal. Les vitres s'éclairent de nouveau par les fentes des volets. Ils recommencent à chercher. Je crois même qu'ils se sont approchés. Mon Dieu. Les bohémiens des algues regardèrent sans dire un mot la ligne de clarté qui se glissait sous les volets de pierre pour essayer de les soulever, vainement. Enfin, la lumière des projecteurs s'éteignit de nouveau. Et s'ils étaient tout près de nous? S'ils avaient découvert la maison des algues malgré toutes nos précautions? Et s'ils se préparaient à nous attaquer? Il faut aller voir. Oh oui. Éteignons tout dans la caverne avant de soulever la trappe. Oui. Voilà, il fait tout noir. Qu'est-ce que tu crois qu'il monsieur? Je ne sais pas. Ils s'éloignent. Ils cherchent plus loin. Ils doivent croire que Tanit a continué son chemin. Vous pouvez monter? Tout le monde se retrouva au sommet de l'île. Une légère brise rafraîchit leur front moite. Là-bas,
on voyait la ligne noire du sous-marin s'éloigner, continuant à darder les faisceaux de ses projecteurs tantôt sur la mer, tantôt sur la falaise de la côte. Il ressemble à une langouste qui remue ses antennes. Elle ne me donne quand même pas envie d'aller à sa pêche. Oh, d'ailleurs, elle s'en va, la langouste. Enfin, je veux dire le sous-marin. J'irai demain matin devant de la chenille de verre. La nuit est tellement sombre que je ne pourrais pas me diriger. On ne voit pas une étoile. En effet, l'obscurité était complète. Les enfants se turent, impressionnés par cette nuit sans lueur. Ils furent rassurés par une discussion qui avait lieu entre papa Carolin et maman Bohémienne, restés dans la maison des algues. Ah oui, Carolin, je te comprends. Tant qu'il s'agissait que d'une promenade, même sous la mer, c'était plutôt amusant, mais l'arrivée de ce sous-marin change tout. Change tout. Je ne demandais qu'à partir avec eux. Je commençais même à aimer l'eau et à devenir poisson. Mais pas au point de finir mes jours dans le carré d'un sous-marin, manger à la sauce mayonnaise entre 2 pompons rouges ou 4 rubans noirs. Et que veux-tu que nous fassions contre un sous-marin? Je n'ai que des épingles de nourrice comme arme. Où aller? Où aller? Eh oui. Dès qu'on remet un doigt de pied, on se fait remarquer. On ne peut tout de même pas passer sa vie enfermé ici, comme si nous étions des huîtres ou des moules. Nous, les bohémiens, qui avons 2 pieds et 4 roues, pour parcourir le vaste monde. Eh, c'est vrai. Tu as toujours pensé que tu étais monté sur roulette, Carolin, et je commençais à avoir la même sensation. Oh, et puis il n'y a pas d'osier à tresser dans toute la région pour faire des paniers, alors... Non. Le sous-marin est parti, papa Carolin. Tant mieux. Et nous avons bien envie d'en faire autant. Il faudra pourtant attendre quelques jours, le temps d'installer la chenille de verre et d'aller chercher nos provisions. Ah, mais c'est pas de ce côté que nous pensions partir. Maintenant que le sous-marin s'en va... Il n'y a plus de danger. Maman Bohémienne et papa Carolin finirent par se laisser de nouveau convaincre. Après avoir porté l'enrouée accompagné de Zonzon sur le sommet de l'île, chacun alla se coucher. Le lendemain, le soleil fut happé dès son apparition par une bande de nuages gris qui paraissait l'attendre comme un lapin à la sortie de son terrier. Le temps était lourd, humide, une brume couvrait la mer. Quand Jannibal parut sur le sommet de l'île pour aller à la rencontre des autres Phéniciens, il grelotta désagréablement. Nedji, qui l'accompagnait, en fit autant. Oh, quelle humidité! Enfin, avec cette brume, on ne risque pas d'être aperçu. Ce temps-là peut durer plusieurs jours en cette saison. Oh, je crois plutôt que la brume va se lever. On la voit courir. En effet, la brume s'effilochait peu à peu, cardée par un vent assez frais. Autour de l'île, c'était maintenant une fuite de lambeaux que la lumière blanchissait de plus en plus. C'était un banc de brume qui passait. Il va faire un temps magnifique. Pourvu que le sous-marin n'en profite pas pour venir rôder par ici. Avec un périscope, il pourrait nous voir de loin sans être vu. Oh, Wolf, regarde! Là-bas sur la côte, ça brûle! C'est la chenille de verre. La brume s'était dissipée, et c'était en effet le fameux tunnel en verre des Phéniciens qui venait de paraître sur une plage de la côte, non loin de l'île. Le tunnel brillant sortait de l'eau, avançait assez loin sur le sable pour ne pas être recouvert par les vagues. Mais où sont nos amis? Les voilà qui sortent de l'eau. Ils ont nagé plus vite que je ne pensais. 6 êtres revêtus de maillots d'écaille venaient de sortir de la mer avec précaution. Leurs costumes de poissons n'étaient pas tous de la même couleur. Il y en avait de bleu vif, de pourpre, de doré. Leurs écailles luisaient dans la clarté encore étouffée de vapeur. Les nouveaux arrivés voulurent replonger en voyant Nedji sur l'île, mais Jean Mibal leur cria « C'est moi, Jean Mibal! Venez !» Et les hommes poissons firent des signes d'amitié. Ensuite, ils se hâtèrent de recouvrir l'orifice du tunnel avec de faux rochers qu'ils avaient apportés. Puis, ils se jetèrent à l'eau sans soulever d'écume. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils repartent? Mais non, ils viennent vers nous. Quelques instants plus tard, les hommes poissons se trouvaient dans la maison des algues. Eh bien, avec tous ces genres couverts d'écailles, je me demande si je ne suis pas déjà dans l'eau, moi. Ils vont enlever leurs maillots. Ont-ils apporté les nôtres? Certainement, les fleurs d'or aussi. Ah oui, bien sûr. Je voudrais essayer le mien tout de suite. Comment est-il? Il est doré avec une bande rouge autour des opercules. Le tien, Shaom, est tout noir avec une tache phosphorescente au bout de chaque pied. Oh, comme je voudrais le voir. Moi aussi. Les costumes doivent se trouver dans le tunnel de verre. Nous irons les prendre.
Ensuite, mes amis et moi, nous partirons compléter nos provisions. Vous allez rester longtemps absent? Non, quelques jours suffiront. Nous savons où il faut aller. Et puis, avec ce sous-marin qui rôde, il est préférable de ne pas s'attarder ici. Nous ne prendrons que l'indispensable. Préparez la roulotte. Ils n'ont pas emmené les attelages de moutons soudanais, ils comptent sur kilomètres. Il faut que demain matin, nous puissions partir avant le lever du soleil. Les Phéniciens se drapèrent dans des burnous qu'ils avaient apportés. Vous ressemblez à des Arabes. En effet. Mais ce costume est aussi celui des marchands phéniciens quand ils habitaient la terre d'Afrique. Nous n'avons rien changé. Et maintenant, en route, mes amis. Et pour vous, au revoir. Nous rentrerons dans la nuit. Ces dernières journées se passèrent lentement. Suivant les prédictions de Neji, la brume était revenue. On n'avait donc pas à craindre d'être découvert par le mystérieux sous-marin. Mais cela n'empêchait pas chacun d'avoir un peu d'appréhension au moment où il allait commencer le grand voyage sous la mer, l'abandon de la vie terrestre. Alors nous allons voyager avec la roulotte au fond de la mer, dans ce tunnel de verre. Ah, ils vont en faire des bulles, les poissons, en nous voyant. Ah bah je sais pas qui en fera le plus de bulles. Si c'est toi, Carolin, ou les poissons. Allons, vérifie le harnais de kilomètres. Faudra peut-être lui mettre des chiffons sous les sabots pour qu'il casse pas le verre. Le fond du tunnel n'est pas en verre, mais en une sorte de caoutchouc qu'il fabrique avec des algues. J'ai été le voir. Oui, et tout le tunnel est articulé, comme certains tramways. Il est très solide, vous savez. Oh, j'ai envie de monter dans la roulotte avec vous au lieu de nager, même avec le maillot d'écaille. Et de quelle couleur est le tien? Rose comme une crevette cuite. Et tu n'as pas envie de le mettre? Si, mais j'ai peur des crabes. 4 jours plus tard, les amis de Tanit revinrent à la maison des algues. Il était environ minuit. Ils avaient laissé sur la côte quelques sacs de farine, des paniers de légumes frais, tomates, haricots, salades, piments, enfin tout ce qui ne poussait pas à Kar-Hatchat. Ça, c'est pour les amis qui sont restés là-bas. Il y a beaucoup d'habitants? 600 environ. Nous ferons une petite fête quand nous serons arrivés. Et après, vous n'aurez plus rien? Si nous aurons autre chose. Nous n'aurons pas de faim comme nous l'avons déjà dit à Kar-Hatchat. Et c'est juste pour quelques légumes et un peu de farine que vous faites ce grand voyage? Non, Lol Michaud. L'essentiel, nous l'avons placé dans de grands baquets. Ce sont des instruments scientifiques et des livres. Des livres? Pour savoir si le moment de revenir sur la Terre est enfin arrivé, nous lisons ce que pensent les hommes. Ils n'ont pas beaucoup changé depuis Carthage. Oh, Tanit, tu parleras de tout cela là-bas. Il faut que tu sois prêt pour demain. On dormit peu cette nuit-là. On rangeait, bouchait, prenait, remettait. Enfin, les fleurs d'or permettant l'oxygénation du sang par l'eau de mer furent vérifiées sur chaque épaule. Dehors, la brume était toujours à la même place. Une brume assez légère pour permettre de voir clair à une centaine de pas. Puis, le grand matin arriva. La roulotte et Kilomètre furent sortis de la maison des algues et amenés sur la plage. Le vieux cheval reniflait le tunnel de verre avec méfiance. Eh oui, mon vieux, c'est dans cette espèce de grande chaussette qu'il va falloir entrer. Et la roulotte, et le cocher aussi. Pour 2 mois, paraît-il. Sacs de farine, caisses d'instruments et de livres furent chargés dans la roulotte. Les bohémiens des algues, qui allaient devenir de véritables bohémiens de la mer, revêtirent leurs costumes de poisson et fixèrent à leur ceinture le poignard qu'on leur avait donné. Jean Mibal avait en plus une sorte d'arbalète capable de lancer très loin un harpon de grande taille. Puis, Papa Carolin monta sur le siège de la roulotte. Maman bohémienne s'installa près de la fenêtre du véhicule nomade et se mit à tresser des paniers pour éviter de penser aux dangers de la mer. Et le signal du départ fut donné par un claquement de fouet qui sonna clair au milieu de la brume grise, dernière vision de la terre qu'on allait quitter. Kilomètre! En route pour Kar-Hatchat! Il ne resta plus sur la plage que le groupe des bohémiens des algues et des Phéniciens, revêtus de leurs maillots d'écaille, qui luisaient dans la brume. Ah, je voudrais bien que les habitants des villages nous voient en ce moment. Ils en feraient un conte de fées. Il faut plonger.
Le sous-marin peut revenir, et comme on ne connaît pas ses intentions, il vaut mieux être prudent. Et puis il y a la porte du tunnel à fermer et à ramener sous la mer pour qu'on ne l'aperçoive pas de la surface. Alors plongeons. Et bientôt, il n'y eut plus rien à la surface de la mer, et sur le sable, et sur les herbes jaunes des falaises. Rien qui pût rappeler qu'une bande d'enfants et de bohémiens venait de quitter la terre pour aller vivre au fond des eaux. Vous venez d'entendre Fermez vos cahiers, un conte de José Pivin, avec le concours de Jean Negroni, René Clermont, Édith Loria, Édith Scob, Catherine Georges, Suzanne Michel, Bernard Calais, Jean Bollery, Rosine Favet, Sabine Ravel, Marie-Claire Achard. Chef opérateur du son, Robert Borel. Collaboration technique, Édouard Campras. Assistant, Daniel Long.